caractère un peu rappelé, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le peuple britannique, comme la majorité des peuples européens, ne veulent plus subir l'immigration, ils veulent la choisir. Et donc, à ce titre-là, c'était ce qui avait motivé le Brexit en 2015. Quand on regarde les enquêtes qualitatives, 47%, c'était le premier taux d'explication du Brexit, 47% des Britanniques ont voté pour le Brexit à des fins de ce qu'on appelle le take back control, reprendre le contrôle sur la politique migratoire. C'était le premier point qui arrivait. Il y avait en 2015, lorsqu'il y a eu le vote du Brexit, 500 000 entrées légales. Aujourd'hui, en 2023, il y en a plus d'1 million. Donc ça acte effectivement l'échec du mandat qui a été donné aux conservateurs pour réaliser le Brexit, d'une certaine façon. Cet échec, il est double. D'une part, mais il n'est pas que la faute des conservateurs. Le premier point, c'est au niveau de l'entrée les flux en entrée au Royaume-Uni. Le Brexit a brouillé les relations entre la France d'Emmanuel Macron et les différents leaders conservateurs, notamment Boris Johnson, ce qui a fait que, alors qu'on avait les accords du Touquet depuis les années 90, ces accords-là n'ont plus permis de stopper l'immigration illégale qui part de Calais jusqu'au Royaume-Uni. Et c'est pour cela qu'on a 30, 40 000, en fonction des années, clandestins qui traversent la Manche chaque année. Ça, c'est le premier élément qui est lié au Brexit, qui est un problème de coopération entre les deux pays. Le deuxième point qui est lié au Brexit aussi, et je terminerai dessus, c'est que le Brexit empêche les Royaumes-Unis de bénéficier des accords de Dublin et donc de faire ce qu'ils faisaient avant, renvoyer les déboutés du droit d'asile vers un autre pays européen, le pays européen dans lequel ils faisaient la demande d'asile, la Grèce, l'Italie, l'Espagne principalement. Donc ils ne peuvent plus le faire maintenant. C'est pour ça qu'ils ont cherché des solutions différentes, avec notamment ce projet Loi Rwanda. Céline Pina, pour terminer. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on ne répondra toujours pas. Venant de ses rangs, il n'avait pas non plus de majorité absolue. Il en était plus proche, on est d'accord. Oui, et surtout, il y a quand même une différence fondamentale entre la situation post-législative 2022 et post-législative 2024. C'est que lors de la situation post-législative 2022, l'ensemble des oppositions coalisées n'étaient pas certains... Ne pouvaient pas faire tomber le gouvernement. Faire tomber le gouvernement. Or là, aujourd'hui, quand on prend les trois blocs, chacun des deux autres blocs peut voter une motion de censure et donc faire tomber automatiquement le gouvernement en place. Donc la situation est différente. Donc le Nouveau Front Populaire nous vend déjà cette première arnaque. Ensuite, après, est-ce que Emmanuel Macron a fait une erreur politique en ne proposant pas au Nouveau Front Populaire de former un gouvernement, comme c'est le cas dans les autres démocraties occidentales? Nous pensons que oui, effectivement, il a fait une erreur politique, il aurait dû le faire, lever l'hypothèque, lever l'hypothèque sur la crédibilité gouvernementale du Nouveau Front Populaire. Soit il n'aurait pas été en capacité de proposer un Premier ministre, ce qui a d'ailleurs été le cas puisqu'ils ont mis 20 jours à le faire, soit ils auraient proposé un Premier ministre, ils auraient monté un gouvernement et ils seraient été renversés immédiatement. Exactement. Donc ça, il fallait le démontrer pour ne pas être accusé de déni démocratique. Mais je pense qu'Emmanuel Macron n'est pas dans un déni démocratique, il est plutôt dans un déni de réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il a subi les pires claques électorales qu'a pu prendre un parti présidentiel, aux européennes notamment. Sous François Hollande et Manuel Valls, on n'était pas tombés aussi bas lors des élections européennes de 2014. Pareil sous François Mitterrand et Michel Rocard. Et donc, il aurait dû en tirer justement une conséquence politique. Ça ne veut pas dire forcément nommer quelqu'un du Nouveau Front Populaire, puisque le Nouveau Front Populaire est en incapacité de pouvoir gouverner. Ensuite, après, le dernier point sur lequel je terminerai, c'est sur le projet de Lucie Castex. On voit bien aujourd'hui que cette histoire d'alliance de gauche, c'est pas une alliance sur le projet, sur les fondamentaux, c'est pas pour rénover le pays. C'est pour sauver des postes. Ils ont troqué la lutte des classes pour la lutte des places. Ils ne parlent que de postes. Ils ont parlé de la présidence de l'Assemblée nationale, de Matignon, des différents postes au bureau de l'Assemblée nationale. Ils ne parlent que de ça et jamais du fond. Or, quand on regarde le fond, il y a énormément de choses à dire et notamment, il y a des signaux en termes de fond et de méthode qui ne sont absolument pas démocratiques, qui ont été proposés par Lucie Castex. Par exemple, dire qu'elle va gouverner par décret. Oui. Notamment sur le programme économique. Dire ensuite... En essayant potentiellement de faire passer un maximum de décrets, quand vous savez que votre gouvernement ne va pas tenir longtemps, vous avez intérêt à passer des décrets à une grande vitesse. Et tout en accusant le gouvernement précédent d'avoir fait la même chose. Enfin, on n'est pas à une incohérence près. Ensuite, après, ils ont dit justement, il faut battre le Rassemblement national partout, dans les urnes, à l'Assemblée nationale, etc. Mais comment vont-ils faire voter certains textes, notamment la taxe sur les super-profits? L'abrogation de la réforme des retraites. L'abrogation de la réforme des retraites, c'est avec les voix du Rassemblement national. Donc, ils ne sont pas à une incohérence près. Et c'est ça qu'il faut justement démasquer, c'est les incohérences sur le fond et sur les signaux qui ne sont
véritablement pas démocratique aujourd'hui que renvoie le nouveau Front populaire. Et vous avez parlé justement de projet Loïc Travers parce que on attend, tout le monde parle d'un nom, Lucie Castex, Xavier Bertrand, etc. Mais ce qui compte, et aussi pour les serviteurs de l'État que vous êtes, c'est le projet. Parce que si vous avez demain à Matignon une Lucie Castex avec le nouveau Front populaire qui veut désarmer la... On ne comprend pas très bien la stratégie. La droite, soutien sans participation. Oui, c'est ça. La stratégie de la droite, elle est assez claire et elle est assez explicite. C'est-à-dire on a beaucoup reproché, on vient de le reprocher notamment sur le nouveau Front populaire, de ne parler que des postes et de ne pas parler de projets. Du fond. La droite républicaine, donc le groupe de Laurent Wauquiez à l'Assemblée nationale, a été le seul groupe, le premier groupe à mettre sur la table des projets qui peuvent faire l'objet de consensus. Et je rejoins ce qui a été dit, qui sont des projets qui emportent l'adhésion plutôt massive des Français. Réguler les flux migratoires, lutter contre l'assistanat, par exemple. Je peux démultiplier les exemples sur ce fameux paquet législatif. Et donc ensuite, après ils disent toutes les personnes, quelles qu'elles soient, qui veulent voter des textes que nous proposons, en sachant que la droite républicaine dispose aussi d'un groupe dispose aussi du Sénat, et donc c'est beaucoup plus simple de pouvoir travailler au Parlement, donc Sénat plus Assemblée nationale, avec le Sénat, donc entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Cela sera beaucoup plus simple de faire voter des textes, et donc ils appellent les différents partis politiques à l'Assemblée nationale de se positionner sur des priorités qui sont des priorités demandées par les Français. Donc la stratégie me paraît assez claire et lisible, tout en actant effectivement le fait de ne pas participer à un gouvernement, parce qu'il n'aura pas échappé aux gens que les députés peuvent proposer des textes et des propositions, et des propositions de loi. Il n'y a pas que le gouvernement qui peut faire des projets de loi. On peut légiférer à partir de l'Assemblée. Et c'est une réalité aujourd'hui de notre vie politique, c'est que le centre névralgique du pouvoir a basculé de l'exécutif vers le législatif. Ensuite, après, pour la deuxième partie de la question que vous posez, sur cette coalition, on est dans une situation qui rappelle celle de la 4e République. Oui. On a un émiettement du bloc central avec différents partis qui représentent 40, 50, 30 députés, si je prends... Parce que même le bloc présidentiel n'est pas tout à fait homogène. Il y a Horizon, c'est un euphémisme. Il y a le MoDem, etc. Et donc on a un bloc central qui est émietté. On a un bloc de gauche radical avec la France insoumise, avec lequel le reste du spectre politique ne voudra pas s'allier. Et on a le Rassemblement national avec lequel le reste du spectre politique ne voudra pas s'allier non plus. Donc, la possibilité, la seule option, c'est justement ce que propose finalement la droite, c'est-à-dire des coalitions, projet par projet, texte par texte. Et donc, à ce petit jeu-là, le prochain Premier ministre devra être en capacité d'assurer au moins la certitude qu'il ait un certain nombre de députés avec lui. Et Xavier Bertrand, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il est capable de pouvoir rallier l'ensemble des députés des Républicains? Ce n'est pas certain, dans la mesure où justement il a pris lui-même une première claque électorale à la primaire de la droite, on s'en souvient, en 2021. Merci pour cette première partie. Je vous remercie Loïc Travers, délégué général Alliance Police Nationale, d'avoir été avec nous. On marque une pause et on se retrouve avec de nouveaux invités pour la suite. Du compromis, ça fonctionnera. Si ça n'a pas marché de 2022 à 2024, avec l'Assemblée telle qu'elle sera à la rentrée parlementaire, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Oui, parce qu'il y a au sein du bloc central, et il faut reprendre la composition de l'Assemblée nationale aujourd'hui telle qu'elle est, on est dans la situation de la 4e République. C'est-à-dire que vous avez deux blocs, un très à gauche, un très à droite, qui sont jugés infréquentables par toute une partie du spectre politique. LFI d'un côté, le Rassemblement national de l'autre côté. Tout comme il y avait sous la 4e République les communistes et les gaullistes. Et donc, avec ces deux blocs-là, tenait quasiment 40 à 45% des sièges. On est dans cette même situation-là. Et vous avez un bloc central qui est tout à fait émietté. Sous la 4e République, on avait 8, 9 groupes, voire même une petite dizaine de groupes parlementaires en fonction des alliances. Même au sein des partis politiques, le Parti radical, il y avait la ligne Mendès-France, il y avait la ligne Fort, il y avait énormément de lignes différentes. Et là, on est dans la même situation, dans la mesure où le bloc central aujourd'hui est tout à fait émietté. Et donc, les personnalités qui veulent aujourd'hui incarner le poste de la fonction de Premier ministre devront répondre à deux enjeux. Le premier, c'est de tenir cette coalition, de tenir les deux blocs, les deux bouts de ce qui pourrait être une coalition parlementaire, mais d'être aussi en capacité de tenir son propre parti politique. Et donc là, à mes yeux, ça exclut de fait quelqu'un comme Xavier Bertrand, puisque quelqu'un comme Xavier Bertrand est en périphérie de son propre parti, puisqu'il a été...
sèchement battu à la primaire de la présidentielle de 2021. Il a fini 4e sur 5. Il y avait Philippe Juvin. Exactement, voilà. Donc c'est très compliqué aujourd'hui parce que quand vous faites une coalition une coalition parlementaire qui doit donner lieu à un gouvernement, vous devez être en capacité d'être certain de pouvoir dire, en tout cas, moi, mon groupe peut voter ce texte-là. Mon groupe peut soutenir votre projet. Or, aujourd'hui, quelqu'un comme Xavier Bertrand n'a aucune certitude sur cela. Donc, le groupe du prochain Premier ministre sera le groupe macroniste, le premier groupe du prochain. Même s'il vient d'un autre parti, il est sa base. Non, pas forcément, puisque la lecture, en tout cas, Gérald Darmanin, il a un autre dessus, pour prolonger le raisonnement dessus. Gérald Darmanin, il a un autre problème, c'est que lui a conseillé à Emmanuel Macron la dissolution. En tout cas, selon les indiscrétions des journalistes, il a conseillé la dissolution. Or, cette dissolution-là, beaucoup de députés macronistes l'ont jugée contre eux-mêmes et donc sont frustrés à l'encontre du président. Et donc, Gérald Darmanin sera comptable de cette décision politique-là, de la dissolution, qui a créé la pire rétrécissement électoral d'un parti présidentiel lors de législatives, lors de son mandat. Ce que je voulais essayer de dire. Et donc, je terminerai dessus. Parce qu'il faut qu'on avance. Et je terminerai dessus. Le prochain Premier ministre devra être en capacité, d'une part, de réunir son propre camp, et puis ensuite, après, d'aller chercher à élargir. Et aujourd'hui, il est difficile, même pour un macroniste, de réaliser cette double équation qui paraît impossible. Ce que je voulais essayer de dire. Sur les viols, il y a deux sujets. Il y a les viols au sein de la famille, qui sont la grande majorité des viols. Et qui sont très durs à détecter souvent. Très durs à détecter, et les enquêteurs, ils travaillent très, très régulièrement, et très dur. Et puis, il y a ce phénomène, qui est quand même un phénomène qui relève d'une faillite de l'État, qui est ce viol perpétué par des clandestins, ou même parfois par des personnes qui sont sous une obligation de quitter le territoire français. Et on a de plus en plus dans notre pays ce type d'événements. Moi, je me souviens on avait commenté cela, d'une touriste mexicaine qui s'était fait agresser sexuellement par un migrant d'origine algérienne sous OQTF. Et tout cela démontre en fait une faillite de l'État. Quand on a moins de 10% des exécutions des obligations de quitter le territoire français, on ne peut pas aujourd'hui dire que l'on lutte contre la criminalité, et notamment la criminalité contre les femmes. Et je pense qu'il va falloir justement retrouver une politique migratoire suffisamment sérieuse pour pouvoir justement, et suffisamment forte pour pouvoir expulser les criminels et les délinquants étrangers qui n'ont rien à faire sur notre sol, car il faut bien le rappeler, être migrant ne donne pas le droit de foutre le bordel dans le pays dans lequel on vient. Bien évidemment. Et effectivement, Céline Pina, on sait aussi que ce sont ce genre de sujets qui commencent à agacer très sérieusement les Français et qui les poussent parfois justement vers des partis un peu plus extrêmes que ce qu'ils ont l'habitude de faire, parce qu'il y a cette sensation de se dire on a ce genre de drame de manière beaucoup trop régulière, mais on les énonce, on les égrène, on en parle parce que c'est important de le faire et de les comprendre, mais par contre rien ne change. Avec un nombre d'hommes et des moyens qui, eux, en revanche, sont constants. En effet. Depuis 2015, ça a été dit, les policiers sont en quelque sorte les pompiers de tous les problèmes de la société. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu, depuis la vague des attentats en novembre 2015, ce sont les policiers qui ont été en première ligne. Ensuite, les policiers sont également en première ligne, ils sont envoyés face à la barbarisation de la société, à la montée de l'ultraviolence. Tous les chiffres de l'insécurité sont dans le rouge depuis 2015 notamment. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de cambriolages, il y a de plus en plus d'homicides, il y a de plus en plus de violences sur personnes, etc., etc. On pourrait démultiplier les exemples. Les policiers sont en première ligne face aux émeutes, notamment les émeutes urbaines, où ils sont dans les quartiers, dans les quartiers populaires qui sont devenus de véritables territoires perdus de la République, où l'on voit une augmentation du nombre de règlements de compte. Je prends par exemple l'exemple à Marseille. Sur les 3 dernières années, il y a eu autant de décès suite au règlement de compte qu'il y en a eu entre 1950 et 2000. Donc on a véritablement une explosion de la délinquance. Et on cite Marseille, on pourrait citer Nîmes, un grand nombre. Je peux citer Bordeaux, je peux citer l'Île-de-France, je peux même citer des petites villes moyennes de province, Limoges, Angers, etc., Châteauroux, enfin voilà, on peut citer Crépol par exemple. Donc ils font face à cela. Ensuite, après, on leur demande de sécuriser les grands événements qu'on a organisés depuis 2015, l'Euro 2016, la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques. Donc, le pape, le roi en France. On peut démultiplier les exemples. Et donc le problème que je vois, c'est que ces efforts-là ont été demandés depuis 2015 par des responsables politiques qui ne sont pas démarqués par un soutien plein et entier à l'égard de la police. François Hollande, évidemment, mais surtout Emmanuel Macron, qui a quand même le premier reconnu le terme de violence policière. Donc ça pose quand même une question, je pense, politique,
qui est pourquoi des politiques, justement, qui ne sont pas pro-police d'une certaine façon, justement, surutilisent les forces de l'ordre. On reparlera de cette question dans un instant, juste après la pause, parce qu'on va se demander qui est en route pour Matignon. Il y a un certain nombre de candidats, mais on reparlera aussi de Gérald Darmanin et justement du bilan sécuritaire des Jeux Olympiques. À tout de suite dans Midi News. De retour pour Midi News, on va parler ne met jamais un pied en prison. Il y a certes les dommages et intérêts, vous aviez raison, et l'obligation de soins, mais toute la question, comme disait Bruno Bartocchetti, c'est en fait la dissuasion. Tout à fait, et il faut bien rappeler que la justice et les juges rendent la justice au nom du peuple français. Et comme ça vient d'être dit, effectivement, si l'on considère, le peuple français considère, et 99% des gens, j'ai pas de sondage, mais 99% des gens sont évidemment vent debout contre l'antisémitisme, alors il faut que la justice suive. Et en l'occurrence, sur ce sujet-là, la question de l'applicabilité de la peine va se poser, puisque effectivement, on est à 2 ans, dont 1 an de sursis, donc il fera moins d'1 an. Donc avec les réaménagements de peine, il n'ira pas en prison. C'est ce qui a été dit dans votre reportage. Et donc s'il ne va pas en prison, se posera effectivement la question, d'une part, de la récidive. C'est-à-dire que est-ce que le fait que la peine ne soit pas suffisamment dissuasive avec un non-passage en prison ne va pas encourager cette personne-là à récidiver avec cette idée qu'il y a une culture d'impunité dans notre pays. Et puis le deuxième élément que je vois quand même qui est important, c'est est-ce que les dommages et intérêts suffiront à lui faire comprendre que sa peine est suffisante, que ce qu'il a fait est grave. Oui. Ce n'est pas certain, puisque comme cela a été dit, il faut bien le rappeler, l'antisémitisme, c'est un construit, comme vous venez de le dire, politique, qui repose sur des idéologies politiques et qui repose sur des responsables politiques ou dans la société civile qui font perdurer cet antisémitisme, d'autant plus exacerbé depuis le 7 octobre. On parlera justement du côté politique dans un instant avec la présidente du CRIF en Languedoc-Roussillon qui parle de cet antisémitisme politique. Mais pour rester sur la peine, pour l'instant, Loïc Travers,